RCF. Ne laisse jamais personne te dire que tu n'es pas capable. Si tu as un rêve, tu dois le protéger. Bonjour chers auditeurs de RCF Cœur de Champagne. Vous êtes bien dans l'émission Parole de jeunes. Écoutez les voix de demain. Les élèves du collège Notre-Dame de Châlons-en-Champagne prennent le micro et vous invitent à un rendez-vous captivant. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Parole de jeunes, votre émission hebdomadaire sur RCF Cœur de Champagne. Aujourd'hui, nous plongeons au cœur du monde de l'information écrite, un univers en constante évolution. Pour nous guider, nous accueillons Kevin Monfils, journaliste à l'Union, un professionnel passionné par son métier. Bonjour Kevin et merci d'être avec nous. Bonjour Maxence et bonjour à tous les auditeurs de RCF. La semaine de la presse est l'occasion parfaite pour que nous puissions échanger sur le sujet. La presse écrite, les réseaux sociaux, les chaînes d'information en continu, les podcasts, les vidéos YouTube, comment s'y retrouver ? Et aujourd'hui, nous allons nous concentrer sur la presse écrite. Avant de plonger dans notre discussion, je voudrais avoir une pensée pour Christian Lantenois, photographe à l'Union, qui a été gravement blessé dans l'exercice de ses fonctions. Cet événement tragique nous rappelle les risques auxquels les journalistes sont parfois confrontés. Nous lui adressons nos pensées les plus sincères. Kevin, qu'est-ce qui vous a motivé à choisir le métier de journaliste ? Eh bien, c'est un métier, en fait, je dirais pas tellement que je l'ai choisi, c'est-à-dire que il s'imposait à moi comme une évidence, en fait. C'est-à-dire que moi, j'ai toujours aimé écrire, depuis mon enfance, j'écris, j'ai toujours eu une appétence, pour cette discipline, pour l'écriture, mais aussi la lecture. Et puis, je me suis réellement intéressé à l'information quand j'ai eu 20 ans à peu près. Je commençais à vraiment m'intéresser à l'actualité, à la fois locale, puis nationale, et puis internationale. Il y avait une époque, je connaissais le nom de tous les chefs d'État du monde par cœur quand je préparais mes concours des écoles de journalisme. Donc en fait, voilà, le journalisme s'est imposé à moi progressivement. Au début, je savais pas trop ce que je voulais faire, mais il y a un moment où c'est devenu une évidence. Mais voilà, en tout cas, j'ai pas coché sur une feuille, est-ce que je vais être journaliste, est-ce que je vais être professeur, ou est-ce que je vais être musicien ou autre chose. Non, ça s'est vraiment imposé à moi naturellement. Et quand ça se passe comme ça, en général, ça veut dire qu'on a trouvé sa vocation. Pouvez-vous nous décrire une journée type dans la vie d'un journaliste de presse écrite ? Il y a des journées types, effectivement, mais qui ont quand même des imprévus. Alors, je m'explique. Une journée commence toujours par une réunion à 9h. À 9h, on fait la conférence de rédaction entre journalistes, et on détermine en fait les sujets qu'on va mettre dans le journal du lendemain. Et le lundi, on fait aussi la réunion hebdomadaire, c'est-à-dire qu'on détermine les sujets qu'on va mettre dans les journaux toute la semaine. Donc en fait, ça ça ne change pas. Voilà, il y a toujours les réunions le matin, et après le reste de la journée, on est sur le terrain, ou on va faire des reportages sur le terrain, ou alors on est en train d'écrire nos articles à l'agence. Mais là, c'est vraiment selon l'emploi du temps de chacun. On peut avoir beaucoup de rendez-vous la même journée, des fois on n'aura pas de rendez-vous, on va se consacrer qu'à l'écriture. C'est très variable. Et ce qui ne change pas évidemment, c'est le bouclage en fin de journée, c'est-à-dire que vers 19h en général, on a envoyé les pages. Et voilà, ça c'est un petit peu le moment. Alors je vais pas dire que c'est un moment de stress, mais c'est un petit peu le point culminant de la journée, le moment où on envoie les pages. Donc il faut tout relire, valider les pages, et puis ensuite voilà, le lendemain, la journée recommence avec une réunion, et puis chacun va à nouveau à ses différents reportages. Quand vous écrivez vos articles, comment vous choisissez les sujets sur lesquels vous allez écrire ? Alors les sujets, on les choisit et on les choisit pas en même temps, c'est-à-dire que soit on reçoit des invitations de la part des institutions, des associations qui organisent des conférences de presse, qui veulent nous parler de tel ou tel projet, ou alors il y a une assemblée générale à laquelle on est invité. Ensuite, il y a les sujets que nous on suit, les sujets d'initiative, c'est-à-dire que on se dit j'ai remarqué que là il y avait des travaux sur tel chantier. Là, on n'a pas été spécialement invité, mais on va se renseigner, on y va. Donc, il y a beaucoup de sujets d'initiative. Et puis, il y a des dossiers qu'on suit, en fait, depuis des années. On se dit, où est-ce qu'il en est, ce projet je ne sais pas, de maison de retraite, etc. Donc, en fait, c'est un petit peu un mélange de tout ça, ce qui fait que l'agenda est toujours rempli et on ne manque jamais de sujets. Il y a certaines périodes de l'année qui sont un petit peu plus creuses, mais en général, on a même plus de sujets qu'il n'en faut. On en a suffisamment. Voilà, donc ça se passe comme ça. Voilà, c'est un mélange de plusieurs. L'agenda se remplit très facilement. Et donc après les sujets que vous choisissez, quelles sont les étapes de la rédaction d'un article ?
de l'idée à la publication? On a l'idée, on va faire le reportage sur le terrain, on interroge les personnes, on prend des notes, et de retour au bureau, il faut rédiger un article, c'est-à-dire que quand on rédige un article, il y a des choix à faire, on peut pas tout mettre, on peut pas mettre toutes les informations qu'on nous a données, parce que sinon, au bout d'un moment, l'article devient un peu fourre-tout. Donc il faut tirer l'essentiel, en fait, des informations qu'on a recueillies sur le terrain. Il faut construire son article, on n'écrit pas au fil de la plume comme ça, non, il faut savoir où on va, qu'est-ce qu'on veut expliquer au lecteur, à propos de quoi on veut l'informer. Donc on fait des choix, voilà, on organise les articles en paragraphes, il faut que l'article progresse, il faut qu'il y ait toujours des informations dans l'article. Un article qui n'est pas bon, c'est un article où on n'apprend rien, en fait. Voilà. Donc l'idée, c'est de toujours informer le lecteur et que l'article, progresse, tout simplement. Comment gérez-vous la pression des délais? Ça, c'est une très bonne question, parce qu'effectivement, on est dans un métier où on est toujours soumis, effectivement, aux délais. Alors, il y a des délais très pressants, d'autres moins pressants. Enfin, des fois, il faut rendre absolument l'article pour le lendemain. Des fois, ça peut attendre plusieurs jours parce que le sujet est vraiment d'une grande actualité. Comment est-ce qu'on gère la pression? On s'habitue tout simplement avec le temps, mais voilà, il faut avoir en tête les priorités, quoi. C'est-à-dire que on saura quels sont les sujets prioritaires en général, donc c'est ça qu'il faut travailler en priorité. On explique à nos interlocuteurs que on a besoin de réponses dans un délai imparti. Malheureusement, on n'a pas toujours le même timing avec nos interlocuteurs, mais on fait avec. Donc on essaye de gérer au mieux pour faire un article de qualité. Avec l'expérience, de toute façon, on est habitué à ça. Comment vous documentez-vous et vérifiez-vous les informations? Ce qui est important, en fait, pour vérifier les informations, c'est de multiplier les sources, c'est-à-dire d'interroger plusieurs interlocuteurs. Si une personne dit une chose, on peut aller demander son avis à une autre personne. Est-ce qu'elle dit la même chose? Alors évidemment, il faut que ce soit des personnes qui connaissent le dossier. On utilise aussi beaucoup Internet, on peut aller regarder les sites officiels des institutions, des associations, des personnes qui sont évoquées dans l'article. Donc effectivement, c'est important de pas toujours prendre pour argent comptant tout ce que les gens nous disent, mais d'aller vérifier derrière, en faisant des recherches, en passant plusieurs coups de fil, pour éviter d'avoir un article monosourcé, c'est-à-dire avec une seule personne qui parle, mais au contraire, de multiplier les interlocuteurs. Comment l'écriture journalistique diffère-t-elle de l'écriture littéraire ou académique? Quand on écrit un article, on est là pour informer, donc il y a des règles à suivre. Un article, ça s'écrit pas n'importe comment, il faut respecter une structure, il faut respecter un rubricage, il y a des consignes pour écrire un article. Ça s'apprend en école de journalisme. Et alors que l'écriture littéraire, on est beaucoup plus libre, on n'a pas ce genre de contraintes. Et c'est complètement différent. L'écriture d'un article, c'est fait vraiment pour informer, comme je disais tout à l'heure, ce qui n'est pas le cas de l'écriture littéraire. L'écriture littéraire, c'est plus ça peut être pour s'évader, ça peut être on fait découvrir un univers à un lecteur. Enfin, c'est vraiment pas la même chose. L'écriture journalistique, c'est quelque chose de beaucoup plus concret qui s'ancre dans l'actualité. Un article, il a une structure. Tout comme tes professeurs ont dû commencer à t'expliquer que quand on fait une rédaction, ou bientôt tu feras des dissertations un peu plus tard, on n'écrit pas n'importe comment ce qui nous passe par la tête. Il faut penser d'abord à la structure, comment est-ce que je construis mon texte, où est-ce que je vais, qu'est-ce que je veux raconter. Et dans le journalisme, c'est ça qu'on apprend en école de journalisme. On doit savoir construire son article. Et un article qui n'est pas construit, de toute façon, ça se voit tout de suite. Comme je disais tout à l'heure, un article qui est pas bon, c'est un article où on n'apprend rien. Et un article qui est pas bon, c'est aussi un article qui est pas construit, qui part dans tous les sens. Donc comme je disais tout à l'heure, il faut apprendre à dégager l'essentiel, penser au lecteur. Est-ce que le lecteur va comprendre ce que je dis? Est-ce qu'il va apprendre des choses? Il faut toujours se mettre à la place du lecteur. Quels sont les défis spécifiques du journalisme local comme celui pratiqué à l'Union? Des défis? Tu veux dire des difficultés, des choses comme ça? Oui, quelque chose qui diffère du national, où là ça va être plus resserré, j'imagine. Oui, alors des défis, moi je vois pas tellement de défis, au contraire, moi je vois vraiment un avantage à travailler dans la presse locale, c'est-à-dire que en fait les interlocuteurs on les connaît déjà, c'est-à-dire que moi j'ai des interlocuteurs pour mes reportages à qui je parle depuis des années et des années, et ils reviennent naturellement vers moi parce qu'on s'est déjà parlé avant, on a déjà fait des articles ensemble, et la confiance en fait s'établit plus vite avec eux, alors que quand on vient de la presse nationale, les journalistes on les connaît moins, on les voit beaucoup plus rarement. Que moi je vois pas tellement de défis, au contraire je vois vraiment des avantages à travailler dans la presse locale, parce que le lien se crée plus naturellement, on a accès aux informations plus vite, on connaît déjà les interlocuteurs, nous sommes accessibles, les gens viennent nous voir au bureau des fois pour nous donner des sujets qu'ils voudraient qu'on traite. Je parlerai pas tellement de défis en fait. Au contraire je dirais qu'il y a que des avantages. Comment utilisez-vous les interviews? Parce que dans certains de vos articles, j'imagine que vous utilisez des interviews. Et comment vous allez les utiliser pour enrichir vos articles? Toute rencontre sur le terrain, c'est une interview en fait, parce que notre rôle c'est de poser des questions. Après,
nous faisons le choix de la forme de l'article. C'est-à-dire, on peut effectivement retranscrire les informations sous forme d'interview, c'est-à-dire la question apparaît et la réponse de l'interlocuteur apparaît aussi. Donc là, on retranscrit vraiment les questions et les réponses. C'est ce qu'on peut voir, par exemple, dans la rubrique culture du journal quand on fait l'interview d'une personnalité artistique. On le fait aussi de temps en temps dans les pages locales de Châlons. Après, c'est pas une forme systématique. On a vraiment différentes formes d'articles qu'on peut utiliser. Donc, comme je disais, soit l'interview retranscrite, ou alors ça peut être un article rédigé, ou alors ça peut être on a différentes rubriques. Ça peut être un face à face, ça peut être une page de photos, ça peut être alors je rentre un peu dans la technique, mais ce qu'on appelle l'article vrai faux aussi, c'est-à-dire que sur des questions, des sujets un petit peu techniques, en fait, on met en évidence une question, puis on explique ensuite au lecteur est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est faux, avec les explications de l'interlocuteur évidemment. Donc il y a plusieurs formes possibles qu'on essaie d'utiliser au maximum pour varier ce qu'on offre au lecteur. Quel est le rôle de la photographie et de la mise en page dans un article de presse écrite ? C'est très important d'avoir une photo dans un article parce que déjà ça permet d'attirer l'attention du lecteur, parce que le premier niveau de lecture se fait par la photo. En fait, quand on ouvre un journal, si on voit une photo qui est intéressante, à ce moment-là on va commencer à lire le titre. Si on lit le titre, on va commencer à lire ensuite l'article. Donc la photo, c'est vraiment le premier niveau de lecture, c'est ce qui attire l'attention. Donc on fait très attention à nos photos. Il faut que ce soit des photos vivantes, il faut qu'il y ait dans la mesure du possible toujours quelqu'un dessus. Donc la photo est très importante, surtout en presse locale, parce que en presse locale, en fait, l'idée c'est vraiment de parler de choses qui sont familières pour les lecteurs. C'est-à-dire que je sais pas, moi, imagine un article sur le marché, on va mettre une photo du marché et là le lecteur va se dire ah oui, je reconnais les personnes, oui, j'y vais le marché, j'y vais tous les samedis. Donc il faut qu'on propose des choses vraiment familières aux lecteurs. Il faut qu'on leur parle de leur ville, faut leur montrer leur ville, leur montrer ce qui s'y passe, et ça passe évidemment par la photo. Et puis la photo permet aussi d'aérer une page, c'est-à-dire faut pas que ce soit une page entière de texte, parce que là le lecteur ne va pas lire. Le lecteur n'est jamais obligé de lire un article, et s'il voit que l'article est trop long, qu'il n'y a pas de photo, que le texte n'est pas aéré du tout, il n'aura pas envie de lire. Donc faut toujours mettre des photos, parce que ça permet d'entrer plus facilement dans les articles. Grâce à vos métiers, vous avez eu la chance d'aller en Amérique, ce qui est une grande chance et beaucoup de personnes voudraient y aller. Du coup, vous y êtes allé pour le centenaire du soldat inconnu. Pouvez-vous nous parler de cette expérience ? Oui, tout à fait. Alors, je vois que tu as fait une bonne recherche, c'est bien. Effectivement, j'ai eu cette chance d'aller aux États-Unis en 2021, en octobre 2021, pour le centenaire du choix du soldat inconnu de la Première Guerre mondiale. Alors, le rapport avec Châlons, c'est quoi ? C'est que c'est une histoire qui n'est pas peut-être si bien connue que ça des Châlonnais, mais il faut savoir que le soldat inconnu américain de la Première Guerre mondiale a été choisi à l'hôtel de ville de Châlons, donc en 1921, et que du coup, en 2021, donc c'était le centenaire, et moi je m'intéressais au sujet depuis un certain temps. J'avais déjà fait des articles dessus, et donc j'ai eu l'opportunité d'aller aux États-Unis pour les cérémonies qui avaient lieu là-bas, pour le choix de soldat inconnu là-bas aux États-Unis. Donc je rappelle que le soldat inconnu est enterré au cimetière d'Arlington. Arlington, c'est une ville voisine de Washington. Il y a juste le fleuve, le Potomac, qui sépare les deux villes. Et j'ai été là-bas pour la cérémonie, et du coup j'ai pu rencontrer des interlocuteurs américains et faire un article sur ce qui se passait aux États-Unis pour ce centenaire. Donc c'était une opportunité unique. Clairement, je referai plus ça dans ma vie, parce que les 200 ans, on sera plus là. Je ne serai plus là. Aucun d'entre nous ne sera encore là. Donc quand on a une belle opportunité comme ça, il faut la saisir, et surtout on représente le journal à l'étranger, ce qui est quand même une opportunité unique pour un journal local. On voit souvent des envoyés spéciaux du Monde, de TF1, etc., qui sont à l'étranger, mais quand c'est un journal local qui est présent que sur 3 départements de France, qu'on a la chance de représenter un journal local à l'étranger, il faut saisir cette chance. Et j'imagine que les Américains ne connaissent pas forcément aussi cette histoire du soldat inconnu américain. Alors, ils la connaissent, mais peut-être qu'ils ne savent pas forcément que le soldat vient de Châlons. Parce que Châlons, c'est pas Paris. Les gens pensent plus à Reims en général. Mais ils oublient qu'il y a Châlons juste à côté. C'est vrai que c'était aussi l'occasion de rappeler que tout est parti de Châlons. L'article a été aussi fait dans ce sens-là. Eh bien, merci beaucoup, Kevin, d'avoir pris un peu de votre temps et d'avoir été très disponible pour les auditeurs de RCF. Moi, je vais dire aux auditeurs à une prochaine émission sur RCF. Merci. Avec plaisir. Merci beaucoup, Maxence.